Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. Quand on a des dashboards dans le produit ou quand on met à jour l'ensemble des prix de la plateforme une fois par semaine, il faut que la donnée elle soit très fraîche, très fiable et donc on ait un niveau de qualité très important. À mesure qu'on supportait de plus en plus de cas d'usage en production, le niveau de qualité était plus tout à fait adapté et comme l'équipe grossissait et développait plein de choses, on avait aussi l'impression de générer de la dette un peu vitesse grand V, quoi. Nous, à la data, il y a 20% de notre temps qui sert à nos fondamentaux, à nos bonnes pratiques et à la maintenance de notre code base. Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Guy Hemette, qui est Head of Data Europe chez Getaround, anciennement Drivey, pour ceux qui connaissent, qui a été racheté 300 millions de dollars par son concurrent américain. On va parler de son parcours, ses plus gros chantiers et de son challenge principal de ces dernières années, à savoir comment faire scaler une organisation distribuée sans dégrader la qualité et les bonnes pratiques. Hello Guy Hemette, ça va ? Hello Robin, ça va super, je suis ravie d'être là. Bah écoute, moi aussi. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Getaround ? Ouais, carrément. Et ben donc Getaround, on est une plateforme de mise en relation entre propriétaires de voitures et locataires de voitures. En Europe, en fait, on est l'ancien Drivey. On a été racheté il y a 3 ans par notre concurrent américain Getaround, qui faisait vraiment exactement la même chose que nous. Et aujourd'hui, on est le numéro 1 de l'autopartage digital en Europe. Et pourquoi digital ? Parce qu'on met des boîtiers dans les véhicules. Et ça permet à n'importe qui, avec une application, donc avec notre application, de réserver une voiture, la déverrouiller et partir en week-end ou en vacances ou faire une sortie en forêt avec un véhicule. Et aujourd'hui, on a plus de 60 000 véhicules actifs à travers le monde. Comment tu t'es retrouvé Head of Data Europe chez Getaround ? Et ben en fait, moi, j'étais Head of Data de Drivey au moment où on a été racheté. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à ce poste chez Getaround. Et en fait, j'ai rejoint la boîte, donc Drivey à l'époque, il y a maintenant 8 ans. En fait, c'était mon premier job. Moi, je suis arrivée en stage. Au début, je touchais un peu à tout. Et puis, finalement, j'ai pris un poste full-time sur un périmètre pure data où j'ai monté l'équipe petit à petit. Et aujourd'hui, on est une quinzaine à la data en Europe. C'est marrant parce que j'avais pas encore fait d'épisode sur un contexte de rachat comme ça et au moment où je te parle, je viens d'enregistrer un épisode avec Nolwenn qui était anciennement chez Tiller et qui est maintenant chez SumUp et donc ça fera 2 épisodes un peu sur ce contexte-là, même si c'est pas forcément ce dont on va parler spécifiquement aujourd'hui, mais je pense au moment où tu me le dis. Quels sont tes plus gros chantiers en tant que Head of Data Europe chez Getaround ? Sur la stack, on sort aujourd'hui là de 3-4 ans de modernisation progressive de notre stack analytique. Concrètement, on était sur Redshift, on est passé à Snowflake. On avait un ETL donc qui était uniquement des pipelines en SQL sur Airflow. On a tout migré vers dbt. Et ensuite, on a aussi complètement refait notre implémentation Airflow qui est maintenant managée. Et donc avec tout ça, on arrive un peu au bout d'un chapitre où on a vraiment une bonne stack analytique qui tourne vraiment bien. Donc ça, c'est un peu un chapitre qu'on est en train de refermer, même si ça continue toujours au fil de l'eau. Et en parallèle de ça, on supporte de plus en plus de cas d'usage qui s'apparentent à des produits data. Donc par exemple, on a des outils pour les équipes opérationnelles, on a des algorithmes de pricing pour définir les meilleures recommandations de prix possibles pour nos propriétaires. On a un moteur de détection de fraude. Et un autre exemple, c'est qu'on fait des tableaux de bord dans notre produit pour nos propriétaires qui viennent de notre data warehouse. Donc ça fait pas mal de cas d'usage qui sont vraiment plutôt des produits, en fait, qui sont en grande partie alimentés par notre data warehouse. Et ça a fait vraiment remonter d'un cran nos besoins en termes de niveau de service de notre data warehouse
En particulier, tu vois, quand on a des dashboards dans le produit ou quand on met à jour l'ensemble des prix de la plateforme, 1 fois par semaine, il faut que la donnée, elle soit, très fraîche, très fiable et donc on ait un niveau de qualité très important. Donc ça, c'est un de nos gros chantiers du moment. C'est un petit peu, en lien avec, le challenge peut-être aussi dont on a parlé, qui est orienté, tu le disais, qualité et bonnes pratiques. Donc, je le redis, comment faire scaler une organisation distribuée, sans dégrader la qualité et les bonnes pratiques. Et donc, j'adore, quand, il y a un peu des termes comme ça que, tu vois, que je comprends un peu, mais pas trop, ça me donne vraiment envie de rentrer et de creuser. Donc justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte, de ce challenge? Ouais, ouais, carrément, c'est, une petite phrase qui cache, en fait, beaucoup, beaucoup de choses derrière. Donc en gros, le contexte. Nous, on était, en fait, dès les débuts, on s'est assez vite tourné vers une organisation plutôt distribuée à la data. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on a été, plusieurs, analystes ou généralistes de la data, on s'est répartis les périmètres à couvrir pour pouvoir spécialiser à la fois les data analysts et les data scientists sur des périmètres particuliers. Donc au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque data analyst travaille avec, des équipes métiers ou, des squads produits. Donc les squads, c'est des équipes pluridisciplinaires avec du produit, du design, de la data et des développeurs qui ont, une mission très précise de 5 à 10 personnes qui ont une mission super précise pour développer notre produit. C'est quoi un exemple de mission juste? Et ben, par exemple, on a, nous, une squad qui s'appelle Bookings et qui est en charge de, l'acquisition et de la rétention de nouveaux utilisateurs. Donc ça va être tous les parcours de réservation et d'inscription sur la plateforme, ouais, toute la recherche de véhicules, et la réservation de véhicules. Voilà, un exemple d'une mission d'une squad. Ça, il y a entre 5 et 10 personnes dont c'est vraiment, le quotidien de bosser, main dans la main à, développer ces fonctionnalités-là. Voilà et donc là-dedans, nos analystes et nos data scientists ont chacun, un périmètre très, très clair qui leur est alloué et dans lequel ils deviennent assez experts. Et ça, pour moi, ça a plein de qualités, une organisation distribuée comme ça. D'abord, ça rend l'organisation très, alors c'est un mot un peu fancy, mais ça rend l'organisation assez data driven. Qu'est-ce que ça veut dire data driven? C'est qu'en fait, comme on rend l'accès facile aux data analysts, c'est-à-dire chaque équipe métier sait très bien à qui aller parler, et ben, ça crée plein de discussions, de discussions assez spontanées sur, les analyses qu'on pourrait mener, comment on peut faire évoluer le reporting, quel type de dashboard ou de suivi on va avoir besoin. Et ça crée plein de discussions très spontanées qui font que, la data devient très ancrée dans les pratiques quotidiennes de l'ensemble des équipes de l'entreprise. Tu veux dire en opposition peut-être, et c'est rigolo parce que j'ai fait un post, sur le sujet, ce matin, sur le sujet de l'organisation plutôt, par remontée de tickets. Tu veux dire que par rapport à une équipe qui serait un peu centralisée où chaque, profil business, par exemple, le PM, parce que là tu parles de squad produit Mmh, par mmh mh. exemple, doit, chaque fois qu'il veut poser une question à l'équipe data, remonter un ticket structuré et cetera. En fait, du coup, tu as le fait qu'il y ait cette petite barrière à l'entrée, donc parfois on peut la voir aussi positivement parce que ça cadre la demande, mais cette petite barrière à l'entrée fait qu'en fait, bah, tout simplement, il y a moins d'interaction entre eux et il y a un accès plus difficile à la data pour les équipes business. Ouais, exactement et c'est surtout, d'avoir un interlocuteur identifié qui est spécialisé dans le sujet et qui, du coup, maîtrise très bien les enjeux métiers et va aussi, par exemple, aller, au rituel des équipes métiers. Donc ils vont venir à la réunion marketing hebdomadaire parce que, comme ça, ils sont au courant des grands sujets, pour l'équipe marketing, en ce moment. Mmh. Donc exactement. Ça ne nous empêche pas d'avoir, un suivi un peu centralisé des projets en cours et des choses qui pourraient ressembler à des tickets. Mais on va dire qu'on fonctionne pas, sur, effectivement traiter les tickets entrants. On a vraiment une gestion de la priorisation qui est en direct, avec, nos interlocuteurs métiers. Donc voilà sur l'aspect vraiment rendre l'accès à la donnée et aux discussions data aussi, très, présent un peu partout, dans l'entreprise. Ensuite, bah, ouais, je parlais de la priorisation, ça c'est vraiment un truc, super important. Typiquement, c'est pas moi qui définis est-ce qu'on va travailler plutôt sur, mieux comprendre la performance de nos campagnes ou, mieux comprendre quel segment d'utilisateurs, on devrait développer. Ça, c'est vraiment l'équipe marketing en discussion avec les analystes qui travaillent avec eux, qui vont, prioriser ces sujets-là et moi j'interviens assez peu dans la priorisation des sujets de data. En tout cas, quand ils sont dans le cadre des métiers. En tant que manager, on a plutôt un rôle de coach ou de définir la bonne méthode pour répondre à ces problématiques. Mais la priorisation des sujets, ça, c'est vraiment, ça reste un peu l'ownership des métiers. Et je pense que ça permet de t'assurer que tous tes chantiers data, ils sont hyper alignés avec les objectifs de l'entreprise. Et donc, ils vont avoir beaucoup de valeur ajoutée. Ensuite, un autre avantage de l'organisation distribuée, c'est que pour moi, tout ce qui est, ce qu'on appelle un peu des produits data, donc par exemple notre algorithme de pricing, c'est un produit data, il est développé
au sein d'une squad et du coup avec une vraie approche produit complète. Ça veut dire quoi? C'est il y a un product manager qui, comprend bien les besoins des utilisateurs, comprend les enjeux dans le produit. Il y a un designer qui va réfléchir à la façon de présenter ces recommandations de prix à nos propriétaires. Il y a les développeurs, back-end qui mettent en place, l'ensemble de les interfaces avec l'algorithme et cetera et donc c'est pas l'équipe data dans son coin qui essaye de faire le meilleur algo possible, c'est vraiment une approche produit complète de ce produit data et ça, moi, c'est un truc auquel, je crois énormément et c'est pour ça que nos data scientists, ils sont, pas, dans un coin, mais vraiment, dans les squads, produits. Voilà et après, les derniers avantages un peu de ce truc-là, c'est, de développer vraiment une expertise métier des data scientists et des data analysts qui, du coup, deviennent très force de proposition aussi, comme ils connaissent, hyper bien leur secteur et enfin, c'est hyper cool pour, la qualité de la donnée parce qu'en fait, d'avoir des gens dans les squads, ça fait que les développeurs, ils sont hyper sensibilisés aux problématiques de qualité de données. Ils savent très bien que si les analystes ont du mal à interpréter le modèle de données ou si, le plan de marquage est pas, approprié, on va avoir du mal derrière à faire le suivi de la fonctionnalité, à comprendre si elle a bien marché, et à construire nos roadmaps, par la suite et donc du coup, ils sont hyper vigilants parce qu'on les a vachement éduqués en étant, au quotidien avec eux. Donc aujourd'hui, on a, des développeurs qui, nous pingent en nous disant, «Ah bah, écoute, je suis en train de travailler sur telle fonctionnalité, on m'a pas demandé un plan de marquage, est-ce que tu veux que je te rajoute des événements à tel et tel endroit, parce que j'ai l'impression que ça va t'être utile?» Ils sont hyper en fait, sensibilisés à ces thématiques-là et ça pour, s'assurer d'avoir des données de qualité, c'est hyper puissant. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils deviennent carrément proactifs Ouais, sur, ouais. un peu les prérequis, data, à l'intérieur des développements, du produit, ça c'est cool. Ouais, ouais, c'est vraiment assez puissant et ça, on y arrive parce que, bah, ils savent très bien que, toutes les fonctionnalités, ensuite, ils auront un retour. On va leur expliquer, au sein du, meeting donc de la réunion d'équipe de la squad, par exemple, bah, on va revenir sur les fonctionnalités qu'on a shippées, dans les dernières semaines et faire pas mal de pédagogie autour de ça. Et du coup, quand on en parlait, précédemment, tu me disais que un peu le «retour de la médaille» entre guillemets, c'est que ça nécessite d'aller chercher des profils qui, sont particulièrement autonomes et effectivement, ça peut se comprendre vu qu'ils sont un peu lâchés, dans les squads. Tu peux nous en dire un peu plus? Il y a un peu 2 aspects à ça. Effectivement, il faut des gens vraiment autonomes et avec un bon sens métier parce que, bah, moi, je suis pas dans l'ensemble des et les managers data non plus sont pas dans l'ensemble des réunions, sont pas dans l'ensemble des discussions, de comment on va mener les projets et cetera. Donc ça demande que les analystes et les data scientists puissent mener de bout en bout des chantiers data, de manière assez autonome et effectivement, on leur demande aussi de le faire de bout en bout. C'est-à-dire, ils vont aller de, discuter avec les développeurs de, comment on collecte la donnée, à créer leur propre pipeline, à, développer des analyses exploratoires pour, sortir plein d'informations, de nos données, à, créer des tableaux de bord. Donc ça, c'est un panel de compétences, on va dire, assez large. Donc ça demande des gens, qui sont un peu full stack, c'est-à-dire capables d'intervenir sur, pas mal de missions data ou de tâches, data et aussi d'être capable d'être à l'interface de plein de gens et de bien organiser leur priorisation, bien organiser leur communication au sein de la squad et cetera. Donc ça demande des gens assez autonomes. Et du coup, c'est intéressant peut-être que tu nous expliques, concrètement, comment ça se traduit. Est-ce que c'est, par exemple, dans le recrutement, sur un certain nombre d'années d'expérience? Ou est-ce que c'est, aussi, dans le coaching, au moment où ils arrivent? Alors c'est un peu des 2. Alors pas tant sur les années d'expérience, mais par exemple, on a pas mal de profils en reconversion et du coup, ils viennent avec aussi, un parcours professionnel. Ils ont, déjà une certaine expérience professionnelle de la gestion des priorités, du planning, de la gestion de projet, voire une expérience en marketing ou en finance ou donc des expériences qui vont leur apporter pas mal de choses au quotidien dans, leurs interactions avec, leurs stakeholders, en fait. Donc ça, c'est un peu dans la partie recrutement. Après, on inclut aussi beaucoup les métiers dans nos process de recrutement qui, eux, vont s'assurer que justement cette interaction va bien se faire et qu'ils ont des discussions qui sont fructueuses, quoi et ensuite, au quotidien, c'est, pas mal de coaching effectivement et aussi de un peu standardiser nos méthodes. Donc on va dire, voilà, on fait un planning pour le trimestre, et accompagner les analystes et les data scientists, dans, cette gestion-là. Ça me fait penser à l'organisation un peu qu'a mis en place, côté data analyst, notamment, Aircall avec Édouard, je sais pas si tu l'as déjà rencontré? Et où pareil, ils ont fait le choix d'avoir des data analysts qui sont vraiment full stack et qui vont intervenir sur toute la chaîne. Mais eux aussi ont favorisé, le fait d'aller souvent chercher des analystes en reconversion, donc qui, en tout cas, arrivent j'ai l'impression du coup, d'une certaine manière, de prioriser quand même le bagage un peu
soft skills, business, quitte à être au tout début, entre guillemets, de la construction de ses compétences techniques. Alors que pourtant, par rapport à ce qu'on dit, ça paraît un poil contradictoire dans la mesure où on leur demande en revanche après d'être capable d'aller eux-mêmes gérer toute la chaîne de traitement des données, la modélisation dans DBT, et cetera. Donc je connais très bien Édouard et je suis hyper d'accord avec cette approche-là, justement. Pour moi, il faut savoir recruter des personnes en sachant qu'elles vont savoir apprendre et qu'on va savoir nous leur apprendre. Donc ça peut être par exemple, s'assurer que la personne est capable de parler d'un problème technique compliqué dans des termes qui soient, compréhensibles donc qui soit capable de vulgariser un problème technique compliqué. Ça, c'est un très bon signe que la personne saura apprendre à faire, du SQL, des pipelines et cetera. Donc il y a des moyens pour moi un peu, détournés de tester, des profils même assez juniors ou encore reconversion pour, se rendre compte de leur potentiel à monter en compétence sur des thématiques data, assez rapidement. Et après par contre, c'est vraiment charge à nous de leur faciliter tout ce travail full stack. Ça, c'est un gros boulot que nous on a fait, de vraiment leur permettre, certes, d'intervenir, un peu de bout en bout de la chaîne, et de manière autonome, mais avec les bons outils pour ça. Donc par exemple, DBT pour moi, c'est vraiment, le symbole de ce paradigme-là. Donc par exemple, nous, on avait un ETL qui était entièrement en SQL dans Airflow et c'était plutôt les data engineers qui, le maintenaient. Donc les analystes, s'ils avaient besoin de, développer une nouvelle pipeline, il fallait qu'ils fassent un ticket, que ce soit priorisé et cetera. Donc ça, pas du tout «agile» entre guillemets, ça mettait pas mal de friction. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient nos analystes, très autonomes? Ils faisaient des centaines de lignes de code dans Tableau, qui étaient du coup immaintenables parce qu'un peu cachés au fin fond de Tableau, où ils avaient recalculé, tout ce dont ils avaient besoin, quoi. Et quand on est passé à DBT, ça a permis de les rendre très autonomes et de leur donner un outil très simple pour appliquer des bonnes pratiques de software engineering sans que ce soit vraiment leur background d'origine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le code est versionné dans GitHub, c'est très facile de mettre des tests en place sur la data, c'est facile de vérifier que, leur développement de pipeline, fonctionne bien comme il veut et a bien, fait ce qu'ils veulent et c'est assez auditable aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple de, c'est un outil qui est facile pour eux. Nous, on investit beaucoup dans les former là-dedans, ça c'est vraiment le rôle des analytics engineers chez nous. C'est vraiment des multiplicateurs pour le reste de l'équipe et donc ça c'est leur rôle de permettre aux analystes d'apprendre à utiliser ces outils-là. Et est-ce que vous avez rencontré, des difficultés, dans le cadre un petit peu de ce changement d'orga? Et ben, en fait, donc ce changement qu'on a fait d'amener vraiment des outils qui autonomisent beaucoup les gens, dans cette organisation distribuée, ça a été hyper puissant pour créer beaucoup de valeur à plein d'endroits dans l'organisation. Mais par contre, on a rencontré plusieurs problèmes avec ça. Premièrement, à l'époque, les data analysts notamment, reportaient, chacun dans leurs, équipes métiers et ça, c'était quand même pas idéal pour qu'ils soient suffisamment coachés et pas idéal pour gérer leur carrière aussi. Et donc les bonnes pratiques étaient un peu disparates, selon les départements et ça devenait un peu compliqué de faire grossir l'équipe. Ensuite, à mesure qu'on supportait de plus en plus de cas d'usage en production, le niveau de qualité était plus tout à fait, adapté et comme l'équipe, grossissait et développait plein de choses, on avait aussi l'impression de générer de la dette un peu, vitesse grand V, quoi et on avait du mal à prioriser les sujets de fond et de qualité de la donnée et cetera, parce que chacun était hyper concentré sur, les enjeux métiers de son périmètre. Donc ça, c'est un peu les difficultés qu'on a rencontrées et du coup, on a cherché à garder tout ce qui marchait super bien dans ce modèle distribué, mais en adaptant ce qui était nécessaire, pour que ça marche à plus grande échelle, notamment. Et du coup, on en arrive un petit peu à la solution. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé maintenant? Quel est un peu, voilà, le modèle, qui vous a permis de garder, les bons côtés, comme tu le dis, tout en laissant de côté, les mauvais que tu viens de citer? Ouais, carrément. Et ben, du coup, maintenant, on est donc organisé en 5 sous-pôles data qui sont centralisés au sein d'une unique équipe data qui est rattachée au département produit. On a une équipe d'analytics engineers, donc ça, c'est un peu ce que je disais. Nos analytics engineers chez nous, ils ont un rôle hybride entre les data engineers et les analytics engineers tels que définis un peu dans le marché, quoi. Et eux, ils sont pas distribués. Eux, ils gèrent vraiment la plateforme data et ils coachent le reste de l'équipe. Ils sont honneurs des tables qui sont vraiment utilisées par tout le monde et qui sont, très, très core, quoi. Mais ils sont rarement en direct avec des utilisateurs métiers pour créer des tables, et cetera. Ils ont vraiment plutôt un rôle de multiplicateur, de coach et de développeur de la plateforme data, au sein de l'équipe. Ensuite, on a 3 équipes de data analystes où chaque équipe est allouée à un département métier et au squad produit associé. Donc, par exemple, on a une équipe de data analyst pour le côté demande de notre marketplace, donc les locataires de voitures, qui travaillent avec
le département demande, qui est en fait un département, plutôt marketing et les squads associés, donc par exemple la squad bookings, dont on parlait tout à l'heure. Et au quotidien, ils travaillent main dans la main avec ces équipes-là. Et enfin, on a une équipe de data scientists qui, eux, développent, donc les algorithmes utilisés en production. Aujourd'hui, c'est principalement du pricing. Ils commencent à intervenir aussi sur d'autres thématiques et ils sont, du coup, intégrés dans chacune des squads concernées par, les zones produits où ils interviennent. Et les analytics engineers, ils jouent le rôle de data engineer ou il y a quand même une équipe data engineer, mais du coup qui est plutôt rattachée à une équipe tech et qui n'est pas au sein de cette équipe data, rattachée au produit? Alors, on n'a pas d'équipe de data engineer. En fait, on travaille avec l'équipe infra, donc l'équipe, SRE, Site Reliability Engineer, donc SRE, qui s'occupe de l'infra, pour la production et qui s'occupe aussi de toute la partie infra, pour la data. Donc typiquement, si on a besoin de, déployer une API, ils vont nous mettre en place, le framework qui va bien pour que ça devienne facile pour nous de, déployer une API en collaboration avec, les analytics engineers. Et sur toute la mise en place un peu de cette stack que vous avez, migrée depuis quelques années, donc c'était un peu une répartition, des tâches entre, cette équipe, qui est vraiment côté du coup plutôt tech, SRE et l'équipe analytics engineer qui reprenait la main, pour les configs, ou pour les éléments sur lesquels ils pouvaient, dérouler. Ouais, exactement. En général, ce qui se passe, c'est que, donc les SRE nous mettent en place, vraiment les aspects infra et puis ensuite coachent les analytics engineers pour qu'ils soient autonomes au quotidien pour, déployer des nouveaux DAG dans Airflow, et puissent, coacher le reste de l'équipe. Dans le cadre du challenge, tu as abordé, notamment la problématique, de venir, élever, le niveau, des standards par rapport à tous ces nouveaux projets qui émergent que tu appelais, à juste titre, des produits data. Est-ce que tu peux nous parler d'initiatives, concrètes que vous avez mis en place? Le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a bloqué 20 du temps de tout le monde à la data, pour ces sujets-là et on a banalisé nos jeudis après-midi. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que c'était très difficile individuellement de prioriser les sujets de fond et les sujets, qui émanaient plutôt des métiers ou du produit. Et donc on a préféré dire: «Bon, bah, voilà, nous à la data, il y a 20 de notre temps qui sert à nos fondamentaux, à nos bonnes pratiques et à la maintenance de notre code base» et ça viendra pas être repriorisé versus, des projets, de la roadmap de l'entreprise. Ça, c'est le premier truc qu'on a fait. Ensuite, on a commencé par faire beaucoup de user research en interne. On s'est pas mal inspiré de ce que faisait, notre équipe design notamment et donc on est allé mener des entretiens avec, plein de business users à l'intérieur de l'entreprise pour comprendre, bah, comment ils interagissaient avec la data, quels étaient un peu leurs points de peut-être leurs pain points, leurs points de difficulté, quelles étaient aussi les opportunités qu'ils pouvaient voir, quels étaient les trucs qui marchaient super bien pour un peu, se nourrir beaucoup de ces retours terrain, de nos utilisateurs et même si on parle avec eux au quotidien, c'est pas pareil de mener ces entretiens-là avec vraiment un point de vue, recherche utilisateur en se disant: «Faut que je comprenne en détail les besoins qu'ils ont et revenir sur leurs pratiques du quotidien». Voilà, donc ça nous a appris beaucoup, beaucoup de choses et ensuite on a organisé nos projets du jeudi après-midi soit par, toute l'équipe, soit par petits groupes où on mélange les équipes data. La première moitié de l'année, on a plutôt investi beaucoup d'énergie dans la qualité de notre code base. Donc par exemple, on a fait des ateliers pour redéfinir, nos règles de modélisation et de code et les mettre en pratique. On s'est défini des objectifs et on a consacré pas mal de temps à notre documentation et notre couverture de tests. Donc on s'est dit: «Voilà, il faut qu'on atteigne, tel pourcentage de couverture de tests sur, tel périmètre de modèles dans DBT». Des modèles dans DBT, on en a à peu près 2000 donc on avait, pas mal de tests à mettre en place. Voilà, donc ça, on s'est mis à le mesurer et on a pris, des après-midi entières où, on est allé rajouter des tests partout, partout, partout dans la code base pour s'assurer de la rendre, d'autant plus robuste. Ensuite, on a aussi des backlogs d'amélioration continue. Donc par exemple, ça va être, aller retravailler un morceau de code qui est vraiment vieillissant et ça fait 4 fois qu'on repasse dessus et qu'on rajoute un peu des petites verrues par-ci par-là et que là, on se dit: «Bon, il faut qu'on clean ce truc». Ça, c'est sur la partie vraiment code base et après, on s'est servi des insights de, la user research pour, mener des chantiers, qui étaient issus de ça. Donc par exemple, on a complètement réorganisé notre outil de BI qui est Tableau chez nous. On a fait un grand ménage et on a repensé toute l'organisation pour rendre la navigation plus intuitive au sein de Tableau en fonction des retours qu'on avait eus. Et ça peut passer par des trucs super simples. Du genre, on avait beaucoup de gens qui nous disaient: «J'ai du mal à comprendre ce qui est vraiment mis à jour et ce qui est pas vraiment maintenu dans Tableau parce qu'il y a beaucoup de choses». En fait, on a défini un code avec des emojis
qu'on met dans les titres de nos dashboards, donc ça prend pas trop de place et c'est très visuel, qui est hyper clair sur est-ce que ce dashboard-là, il est maintenu et mis à jour ou est-ce qu'il est là pour référence et pour que, on puisse encore y accéder, mais il est plus maintenu, plus mis à jour. Et juste avec ce petit code-là, c'est devenu très, très simple et maintenant c'est un réflexe que tous nos business users ont. Ils nous disent tout de suite: «Ah, j'ai l'impression que ce truc-là n'est pas mis à jour», ça a très, très bien pris. C'est un exemple de petites choses qu'on a fait qui venaient de la user research. Et pour quelles raisons, il y a des dashboards qui sont pas maintenus et mis à jour en référence? Tu dis: «Mais juste j'ai pas bien compris Et le». ben, par exemple, on va avoir fait un dashboard de suivi d'une certaine fonctionnalité qui était il y a, en début d'année, donc on veut encore l'avoir accessible dans Tableau et pouvoir aller, resegmenter par deux trois trucs si on se repose la question de, Mais sur la plage de date, peut-être mais voilà, notamment, exactement, il y a à aucune l'époque raison de où le le la maintenir dans le donnée était temps clean, quoi. et d'ici 6 mois, on va l'archiver et l'enlever de Tableau. OK. Ce genre de choses. Et du coup, ça me fait penser, parce que je pense que c'est une super pratique, la question que je me pose, c'est quelle a été, la difficulté pour toi de faire accepter ça aux stakeholders de manière générale ou même à la direction? Il a fallu monter un espèce de business case pour expliquer que là, on s'exposait à des risques incroyables sur, je sais pas, le manque de couverture de tests, sur le fait que, la scalabilité du code, ça allait finir par péter parce que, bah, on finissait, comme tu disais, à avoir plein de, voilà, de bouts de code à droite à gauche où on comprenait plus trop, où on en était et cetera. Enfin, comment ça s'est passé? Et ben, en fait, moi, j'avais beaucoup d'hésitation à imposer ça, notamment à banaliser les jeudis après-midi parce que c'est vraiment très, très visible dans les calendriers. Ça pose, des contraintes importantes et cetera. Donc j'ai pas mal hésité à le faire et en fait, ça s'est fait, très facilement une fois qu'on a vraiment, décidé d'y aller. On a expliqué pourquoi on allait faire ça, mais en réalité, on m'a challengée beaucoup moins que ce que je pensais, là-dessus parce que, je pense que tout le monde était conscient du fait que, ça devenait important, pour que, l'équipe puisse continuer à grandir dans de bonnes conditions, quoi, Ah, donc c'est exceptionnel. Ah oui, ils se sont pas dit, ouais, ils veulent faire de la tech pour faire de la tech. Enfin, tu sais, dans des grandes boîtes, on pourrait entendre ce genre de discours de dire, mais tu sais, parfois, ils vont te challenger sur des trucs, si tu pas capable de montrer un ROI, tu es en mode: «Mais en fait, je peux pas te calculer un ROI sur juste le fait de faire du code propre qui, dans 3 ans, lorsque un nouvel arrivant va arriver sur ce code, bah, c'est juste qu'en fait, bah, il sera pas obligé de le jeter à la poubelle, il pourra recoder dessus». Parce que tu vois, c'est difficile à palper pour des profils non tech, l'importance de faire les choses proprement en tech. ouais, ouais, carrément et en fait, donc c'était vraiment ça la crainte que j'avais de devoir beaucoup vendre ça et cetera et en fait, je pense que quand tu viens d'une culture qui est vraiment, très, très au service des objectifs de chacune des équipes métiers, où on fait vraiment en sorte d'aligner toutes nos priorités avec, les priorités de l'entreprise, ça crée beaucoup de confiance dans le fait que tu as le bon jugement de quel est le bon ROI et donc du coup, on nous challenge en fait pas tant que ça là-dessus. Parce qu'au quotidien, le reste du temps, on est, vraiment main dans la main avec, l'ensemble de l'entreprise. Ah oui, ils savent que vous êtes à 100 de toute façon à essayer d'améliorer les mêmes KPI qu'eux et que votre but, c'est pas du tout de faire des choses qui n'ont pas d'impact sur la boîte. Donc en fait, déjà quand il y a cette certitude, effectivement, c'est vrai que ça doit pas. Ouais, en fait, quand tu as un peu ancré tous tes projets dans un truc hyper pragmatique où on essaye de délivrer de la valeur, ça devient assez facile de dire: «Écoutez, voilà, pour qu'on continue à le faire dans de bonnes conditions, il faut qu'on prenne ce temps-là» et ça a été assez bien entendu. Tu m'avais dit qu'il y avait aussi dans les critères, un peu de succès, hein, de cette initiative, le fait de vous être beaucoup inspiré d'autres équipes, notamment, l'équipe design ou l'équipe produit. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, carrément. On se posait pas mal de questions sur, comment partager de la connaissance dans une équipe qui grossissait et comment, développer nos bonnes pratiques et les faire bien adopter et en fait, on s'est inspiré pour ça beaucoup des équipes design et produits, qui étaient autour de nous, qui par exemple, donc au design, ils font, des design critiques où, une fois qu'ils ont fait, les mock-ups d'une fonctionnalité, ils vont, la présenter à, product manager, un autre designer et cetera pour prendre du feedback dessus, pouvoir discuter des partis pris qui ont été pris et cetera. Bah, on s'est mis à faire la même chose pour nos dashboards, par exemple. Donc parce qu'on s'est dit: «Bah, un dashboard, en fait, c'est un peu un produit quelque part, ça va être utilisé par, des utilisateurs, internes». Mais donc il y a des vraies questions de design dans nos dashboards et donc on s'est mis à organiser des dashboards critiques où, un data analyst qui va, publier un nouveau dashboard, il va donc, organiser cette réunion avec, 3-4 data analysts, de son équipe ou des autres équipes pour présenter ce qu'il s'apprête à livrer et pouvoir recevoir, du feedback, que les gens, puissent faire des suggestions et en fait, d'avoir cette, réflexion autour de, nos dashboards avec ce truc un peu ritualisé, ça a fait que, il y a des bonnes pratiques qui ont émergé d'elles-mêmes et qui se sont répandues dans l'équipe. Donc tout le monde s'est mis à faire un peu de la même façon, telle ou telle chose
Et maintenant, on pourrait même un peu écrire vraiment, tout notre, how to, tout le guide pour faire des dashboards chez nous, parce que c'est né de ces, discussions communes qu'on a, organisées. Voilà. Et un autre exemple, c'est par exemple dans notre réunion d'équipe qui a toujours existé, on a ajouté un volet démo où, chacun prend 1 minute pour, montrer un livrable ou une analyse, un dashboard, une itération sur un algorithme, une nouvelle fonctionnalité de la data platform au reste de l'équipe pour qu'on puisse, se partager, cette connaissance-là. Et après d'ailleurs, l'autre truc important qu'on a fait, c'est que, on venait d'une culture assez orale et ça, c'est une façon détournée de dire qu'on écrivait pas beaucoup de documentation et donc du coup, depuis, un peu plus d'1 an là, on a vraiment créé une knowledge base, centralisée et on s'est mis à documenter l'ensemble de nos chantiers. Donc on a maintenant un wiki, assez complet avec l'ensemble de nos bonnes pratiques, un backlog de l'ensemble des projets data qui est centralisé, donc qui permet, de savoir, qu'est-ce qui est en cours de review, et cetera et une base de données de l'ensemble de nos analyses passées qui sont toutes reproductibles. Donc on garde, un peu l'exécutif, c'est donc les conclusions, en quelques bullet points, le détail de l'analyse, le code qui a permis d'y permettre, le lien vers le notebook, pour que tout soit reproductible. Et ça, c'est des choses qu'on a mis en place, ouais, dans ces 18 derniers mois. Quelles sont les prochaines étapes en termes de data chez Getaround? Avec cette organisation distribuée, on a vraiment des initiatives dans toutes les verticales. Donc ça, ce sera, drivé par, les objectifs de l'entreprise pour cette année, pour l'année prochaine. On en a, beaucoup, beaucoup. Un truc, important, c'est qu'on voudrait continuer à diversifier nos applications en production. Donc par exemple, on voudrait, davantage utiliser les données de notre data warehouse pour les renvoyer vers notre outil de CRM parce qu'on a plein d'informations très intéressantes dans la data warehouse qui seraient utiles à ces outils-là. Et on travaille aussi à mettre en place des API de détection de fraude. Ça, c'est vraiment encore, le tout début, mais voilà, c'est des exemples des prochaines étapes, pour nous. Et ensuite, bah, comme je le disais, l'équipe a beaucoup grossi, donc on veut continuer à développer un peu ce que j'appelle notre playbook. Donc c'est d'avoir des méthodes qui soient, réplicables et qui nous permettent de travailler, vite et mieux, à l'avenir. Et puis le dernier truc, qui est je pense un truc un peu commun à toutes les équipes data et tout le monde en parle un peu, voilà, mais donc on voudrait faire plus de self-service. En fait, on a déjà beaucoup de self-service dans Tableau, mais là, on commence à monter des formations, un peu plus, power user, donc plus avancées dans Tableau pour que les gens puissent aller, manipuler de la donnée, eux-mêmes, ce qui est peut-être pas complètement le cas aujourd'hui. Notamment des profils, par exemple, peut-être, Ops ou juste des profils qui sont, vraiment, tech savvy comme on dit, qui parlent un peu de SQL, profils Ouais, comme ouais, ça. complètement, complètement. Bah, par exemple, les product managers, ils connaissent même le data model pas mal, parce qu'en fait, ils sont tout le temps à bosser avec les data analysts. Donc ils connaissent, assez bien nos tables, ils connaissent assez bien beaucoup de choses et donc très souvent, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire et il faut qu'on leur permette de le faire eux-mêmes. Écoute Guillemette, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Et ben, j'imagine qu'il y en a qui ont été déjà beaucoup cités comme, le Analytics Engineering Roundup, la newsletter de Tristan Handy ou le Slack de DBT. Donc peut-être si j'essaye d'en citer d'autres. Moi, j'aime beaucoup suivre, un peu les influenceurs de la data, sur Twitter. Je trouve que c'est une façon un peu plus, facile et légère de faire sa veille et avec un peu d'humour autour et voilà. Donc moi, je suis pas mal de monde, Tu peux me parler d'un ou d'une en particulier? il y a Ben Stencil, par exemple, qui est un des exécutifs de Mode Analytics, qui publie des articles tous les vendredis et ça, en général, déclenche des débats sur Twitter assez animés et assez marrants à suivre. Ça permet un peu de voir où l'industrie va, un peu les grandes tendances. Et alors le Slack de DBT, on en avait déjà parlé sur le podcast. Je crois que c'était, Louise Columelli qui en avait parlé. Mais en revanche, Analytics Engineering Roundup, je ne crois pas. Et ben, c'est la newsletter du fondateur de DBT qui s'appelait d'ailleurs différemment, je crois, avant et donc une newsletter, hebdomadaire, avec des articles, sélectionnés, voire même des gros morceaux de contenu, sur un peu les grandes tendances de l'industrie, notamment, plutôt côté, analytics engineering. Donc un peu moins data science, data engineering, même s'il y en a un peu. C'est assez axé, analytics et moi, je trouve que c'est de très bonne qualité. Ça fait des années que je lis ça et que je pousse mon équipe, à lire ça. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Beaucoup de choses dans la data, mais notamment, j'aime vraiment le fait d'être un peu à la croisée de plein de monde business, de plein de monde métier et de la technique. Ça, moi, j'aime vraiment beaucoup, ce truc de amener des solutions techniques et analytiques à des problématiques, métiers, avoir l'impression d'être vraiment très, très utile là-dedans. Et en ce moment, par ailleurs, je trouve que l'industrie évolue, très vite. Par exemple, je pense que les outils de BI vont vraiment évoluer là dans les 2-3 ans qui viennent. Et ça, je trouve ça assez stimulant. J'ai un peu hâte de voir où ça va aller et comment ça va évoluer.
qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Qu'est-ce qui m'a le fait plus progresser? Je dirais qu'au tout début de ma carrière, quand j'étais un peu solo data, dans une, boîte de 25-30 personnes, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir un vrai binôme technique, donc plutôt côté dev, avec qui j'ai pu, échanger sur, un peu tout ce qu'il y avait à mettre en place pour, créer une infrastructure data et d'avoir quelqu'un côté tech qui soit, dispo pour faire un peu ce ping-pong intellectuel, fréquemment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à formaliser un peu la vision de quel stack on devait avoir, et comment y aller et cetera. Donc ça, c'est peut-être un conseil pour, les gens qui sont tout seuls à la data, ce qui je pense est assez fréquent dans plein de startups quoi, rapprochez-vous d'un dev qui va vous servir de binôme quoi. Et après plus récemment, moi vraiment ce qui me fait beaucoup progresser, c'est d'échanger avec mes pairs. Ça peut être, soit, au sein de l'équipe data, chez nous ou même, au sein de l'équipe, produit chez nous et aussi d'échanger avec d'autres managers data en dehors, très régulièrement. Donc par exemple, j'essaye de, voir au moins une personne qui fait de la data ailleurs, 1 fois par mois quoi, pour avoir un peu ce truc d'échanger régulièrement avec des gens ailleurs pour s'inspirer, de ce qui se fait. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est un conseil, je pense qu'on m'a donné ça pendant mes je me rappelle plus exactement, mais je pense que c'était pendant mes études. C'était de continuer à faire de la veille et de jamais cesser d'apprendre. En gros, ce qu'on a appris en études, moi, c'était d'ailleurs, même pas vraiment de la data, ça te sert, au début, mais en réalité, au bout de 20-30 ans de carrière, la vraie différence, c'est les gens qui ont continué à apprendre, beaucoup, beaucoup de choses au quotidien. Donc ça, c'est le cas dans les projets qu'on mène, en permanence. Mais je pense que faire de la veille de manière régulière, même si c'est, 1 article par semaine, ou même assez peu, je pense que ça te nourrit à long terme et que c'est, vraiment, un truc, hyper important. Écoute Guillemette, on arrive sur la fin. Merci beaucoup pour, ce partage. C'était vachement intéressant pour Eh moi ben, merci à toi. et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast? C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt.